qu'aujourd'hui, on estime qu'une fille est assez jeune pour parler de sexualité, mais elle est assez grande pour aller dans le mariage. Et quand elle va dans le mariage, en plus de toutes les autres charges mentales de responsabilité du ménage, ça passe vraiment par une activité sexuelle. Aujourd'hui, pour moi, les dégâts du masculinisme et des mouvements anti-droit devraient faire plus peur que le féminisme, parce que le féminisme aujourd'hui, c'est quelque chose qui vient prônant un environnement égalitaire, un environnement de justice, où en tant que femme, comme on appelle, on joue pleinement de nos droits et en éliminant toutes les inégalités dont nous sommes victimes. Aujourd'hui, nous, au club, nous sommes une école dans laquelle les filles portent elles-mêmes leur voix. Comme je l'avais dit à l'entame, il n'y a pas une autre personne qui est mieux placée que nous de pouvoir comprendre ce qu'on vit et de pouvoir le revendiquer et de participer à la co-construction de solutions de politique et de stratégies qui va permettre d'endiguer toutes les problématiques que nous sommes en train de vivre. Donc c'est pour cela que nous portons nos voix et nous revendiquons cette place qui est la nôtre au sein de la société, tout en renforçant notre leadership au niveau communautaire, au niveau politique et au niveau social de façon globale à pouvoir influencer les décisions. Nous sommes avec Madame Moukairi Diallo à l'occasion de la conférence ministérielle sur la diplomatie féministe qui s'est tenue du 22 au 23 octobre 2025 à Paris. Nous la rencontrons ici dans un hôtel de la place. Elle représente également l'Alliance féministe francophone. Elle est engagée depuis plusieurs années en tout cas, sur la promotion des droits des femmes et l'autonomisation des jeunes filles. Elle porte la voix, elle porte très haut en tout cas la Guinée et le continent africain sur la scène internationale. Dans cet entretien, nous allons revenir sur les enjeux de la diplomatie féminine, le rôle des jeunes filles dans la transformation sociale et les perspectives d'un leadership fort, inclusif en Afrique. Bonjour Madame Diallo. Bonjour. Alors, qu'est-ce que cela vous représente d'abord pour participer à une telle conférence, représenter la Guinée, mais également sur votre honneur et sur votre image? Tout l'honneur est pour moi. C'est un réel plaisir de pouvoir participer à cette 4e conférence sur les diplomaties féministes, qui est quand même un espace de discussion où l'influence se joue, où les grandes décisions et les politiques se dessinent qui concernent nos vies en tant que jeunes filles et jeunes femmes. Donc, c'est tout à fait un grand honneur de pouvoir infiltrer ces espaces multilatéraux afin que nos réalités du terrain soient retranscrites et surtout que nous recommandons que ces réalités-là soient au cœur des politiques qui seront définies et au cœur de la réflexion autour de toutes les décisions qui seront prises concernant nos vies. Alors, quels sont les enjeux ou les défis que vous rencontrez pour les jeunes filles de l'Afrique de l'Ouest, notamment celles de la Guinée, en tout cas dans l'accès au leadership et la prise de décision? Les défis sont énormes et ils sont aujourd'hui à plusieurs niveaux. Si on parle de participation de la jeune fille à des grandes instances de discussion, de prise de parole et d'influence à pouvoir participer pleinement, pas en tant que bénéficiaire de programmes, mais dans la co-construction de ces programmes-là. Et il y a beaucoup de facteurs aujourd'hui à la base qui freinent cela pour la jeune fille. Par exemple, si une jeune fille elle est violée, elle ne peut pas avoir une participation pleine aux politiques, à la co-construction des politiques concernant sa vie. Si elle est mutilée, elle ne peut pas avoir une participation pleine aux décisions qui se prennent sur sa vie et sur son environnement. Si elle n'a pas accès à l'éducation, ça lui freine dans sa contribution à tout ce qui peut être analyse, tout ce qui peut être définition de stratégie qui, à la fin, revient à avoir une influence sur sa vie, sur les textes de loi qui la protègent. Et aujourd'hui, il n'y a pas mieux placé que nous de pouvoir porter nos voix, de pouvoir porter nos problèmes et d'expliquer comment nous voulons construire un environnement qui soit respectueux de nos droits. Alors, après avoir été reçu, en tout cas à l'Assemblée nationale, vous avez été reçu par pas mal des institutions. Quel a été le message que vous avez voulu envoyer sur la diplomatie guinéenne, notamment sur les institutions locales
qui, jusqu'à présent, n'arrivent pas, en tout cas, à protéger les enfants. Et le message que j'ai eu à véhiculer durant ces 2 jours de conférence à travers toutes les rencontres que j'ai eues, c'est que aujourd'hui, les questions d'égalité de genre et de féminisme, cette question ne doit plus être une question transversale sur toutes les politiques que nous connaissons. Aujourd'hui, cette question doit être prise dans son entièreté et être au cœur de la diplomatie et des politiques internationales. Et dommage est de constater qu'encore, sous les efforts qui sont faits, aucun pays n'a atteint l'égalité de genre et l'urgence est là. Et l'urgence est là avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, la montée en puissance des mouvements anti-droits, le recul des acquis et des droits fondamentaux des femmes. Il est temps que le monde entier fasse front commun pour que nous définissions des politiques féministes qui puissent faire de notre société une société dans laquelle la femme n'est pas en second rang, dans laquelle elle est partie intégrante, non seulement pas en tant que bénéficiaire des politiques, mais en tant que co-constructrice de ces politiques-là pour une société plus juste et égalitaire. Oui, en tant que, en tout cas, directrice du club leader du club de jeunes filles leaders de Guinée, vous avez en tout cas pas mal des actions que vous mettez sur place, mais quelles sont les actions concrètes que vous menez afin d'accompagner ou participer à l'autonomisation des femmes et des filles et leur participation également dans leur cadre scolaire? On fait énormément de choses au club et on fait énormément de choses et nous, aujourd'hui, on se focalise encore plus sur les causes sous-jacentes, les causes à la base qui empêchent la jeune fille de pouvoir atteindre une certaine forme d'épanouissement et d'accomplissement, non seulement personnel, mais lui permettre aussi de contribuer au processus de développement de son environnement et de son pays. Ça passe par tout ce qui est lutte contre les pratiques culturelles néfastes, notamment les mutilations génitales féminines et d'autres formes de violences basées sur le genre, notamment le mariage des enfants, les violences sexuelles et sexistes. Donc, ce que nous faisons, nous travaillons avec les communautés à la base pour pouvoir faire tout ce qui est sensibilisation, déconstruction et changement de mentalité autour de la vision de la jeune fille dans notre société. Elle n'est plus un être sur lequel il faut déployer une force ou il faut mettre de côté, mais c'est une personne avec des droits humains comme les hommes et il faut co-construire avec elle et surtout lui donner les moyens de pouvoir, comme on appelle, avoir une participation active à la vie sociale. Ça, c'est de lui permettre d'avoir accès à l'école, mais ça ne se limite pas que l'accès à l'école, mais le maintien de la jeune fille. Parce qu'aujourd'hui, en Guinée, c'est un peu le défi. Quand on voit l'école primaire, il y a un grand nombre de jeunes filles qui y accèdent, mais au plus tard dans le processus de scolarisation, elles quittent l'école pour aller dans les mariages, elles quittent l'école par faute de moyens, elles quittent l'école parce que tout simplement la société estime qu'elle ne doit pas faire de grandes études et qu'elle n'a rien à faire à l'école et sa finalité, c'est dans un foyer. Donc, nous faisons des plaidoyers auprès des autorités nationales de pouvoir renforcer les politiques, améliorer les stratégies thématiques sur les questions de violence basées sur le genre afin que nous puissions construire une Guinée égalité et respectueuse des droits des jeunes filles. Maintenant, ce qu'on fait d'autre aussi, c'est tout ce qui est renforcement du leadership de la jeune fille. Aujourd'hui, nous, au club, nous sommes une école dans laquelle les filles portent elles-mêmes leur voix. Comme je l'avais dit à l'entame, il n'y a pas une autre personne qui est mieux placée que nous de pouvoir comprendre ce qu'on vit et de pouvoir le revendiquer et de participer à la co-construction de solutions, de politiques et de stratégies qui va permettre d'endiguer toutes les problématiques que nous sommes en train de vivre. Donc c'est pour cela que nous portons nos voix et nous revendiquons cette place qui est la nôtre au sein de la société, tout en renforçant notre leadership au niveau communautaire, au niveau politique et au niveau social de façon globale, à pouvoir influencer les décisions, à pouvoir discuter à nos parents pour qu'ils soient à mesure de nous protéger et de nous offrir cet environnement épanouissant que nous méritons. J'ai la question de savoir, parce que le plus souvent en Guinée, notamment dans les différentes familles, dans les différentes localités, souvent parler du sexisme, c'est un sujet tabou entre guillemets, même avec les parents, discuter même entre mère et fille. Et comment vous, en cas particulier, vous arrivez à vous en sortir? Vous parlez de l'éducation sexuelle, c'est ça? Exactement, ouais. Oui, effectivement, c'est tabou dans nos sociétés, mais c'est tellement paradoxal. Aujourd'hui, on estime qu'une fille est assez jeune pour parler de sexualité, mais elle est assez grande pour aller dans le mariage. Et quand elle va dans le mariage, en plus de toutes
les autres charges mentales de responsabilité du ménage, ça passe vraiment par une activité sexuelle. Et donc, on estime qu'elle est très jeune pour pouvoir parler de sexualité, mais assez grande pour pouvoir la pratiquer. Donc, c'est assez paradoxal et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on sorte de cela. Enfin, la peur qu'on a en ne disant pas les choses, en ne nommant pas les choses, peut créer beaucoup plus de dégâts que le fait d'en parler et d'expliquer à la jeune fille. Et c'est les sensibilisations qu'on fait auprès des parents de pouvoir discuter avec leur petite fille sur des questions de droit et santé sexuelle. Ça va dans tout ce qui est menstruation, la partie hygiène, mais surtout la partie dignité. Aujourd'hui, il est très important qu'on prenne les questions de droit sexuel et reproductif sur l'aspect dignité, parce que ce n'est pas une question d'hygiène. Pendant très longtemps, on a des idées reçues sur combien de fois c'est sale, sur combien de fois c'est repoussant, mais aujourd'hui, il faut qu'on ramène ces questions-là sur la question de droits humains, de dignité et d'information autour d'un processus qui est naturel et biologique. Donc, ce que nous faisons, c'est de sensibiliser, faire des causeries éducatives et nous-mêmes en tant que jeunes filles, nous retrouver ensemble, avoir ces discussions entre nous, parfois faire appel à des spécialistes sur des interrogations qu'on a sur X ou Y choses concernant les droits et santé sexuelle et reproductive. Alors, on va parler de l'Alliance féministe qui prône une approche solidaire et inclusive. Alors, comment cette alliance peut-elle contribuer à renforcer la voix des femmes africaines sur la diplomatie, en tout cas internationale? C'est l'essence même de l'Alliance. L'Alliance féministe francophone, c'est une initiative collective qui vise aujourd'hui à porter la voix des féministes francophones parce que dans les espaces multilatéraux, est très malheureusement est très dominé par le monde anglophone. Et aujourd'hui, en tant que francophone, on a cette barrière linguistique qui fait qu'on n'a pas accès à ces espaces multilatéraux, et cette barrière linguistique qui fait qu'on n'arrive pas à porter nos voix où elles sont censées aller. Et c'est là l'initiative de l'Alliance féministe francophone pour faire adhérer les féministes francophones à ces espaces multilatéraux, à faire comprendre leurs réalités et surtout à plaider pour un espace francophone plus inclusif en matière de féminisme et d'égalité des genres. Alors, dans ces cas, quelles sont les activités que vous menez le plus souvent à l'intérieur de vos différentes activités ou même dans des différents pays? À travers l'Alliance féministe francophone, c'est un soutien aux féministes francophones, non seulement en termes de participation et de plaidoyer, c'est l'activité principale à des espaces multilatéraux où les décisions se prennent, où l'influence se joue. Donc, c'est d'infiltrer ces espaces-là, faire connaître nos réalités et plaider pour le changement que nous souhaitons. Et en deuxième lieu aussi, c'est un appui aux féministes en termes de renforcement de capacités et de recherche de financement à pouvoir soutenir les féministes à la base dans leur activité terrain, parce qu'encore une fois, c'est nous qui sommes au plus près des communautés, au plus près des survivants. Donc, il est intéressant de nous capaciter aujourd'hui et d'avoir des moyens de pouvoir, au niveau le plus bas, assurer qu'il y ait, comment je vais dire, assurer qu'il y ait une répercussion des politiques sur la vie des jeunes filles dans les communautés locales. Quand on parle le plus souvent dans nos familles, quand on parle de féministes, ça fait peur. Comment vous vivez de cette réalité? C'est dommage que ça fasse peur. C'est dommage que ça fasse peur. Aujourd'hui, pour moi, les dégâts du masculinisme et des mouvements anti-droit devraient faire plus peur que le féminisme, parce que le féminisme aujourd'hui, c'est quelque chose qui vient prônant un environnement égalitaire, un environnement de justice, où en tant que femme, on joue pleinement de nos droits et en éliminant toutes les inégalités dont nous sommes victimes. Si un mouvement reparateur, si un mouvement de justice et qui prône les droits fondamentaux fait peur dans notre société, c'est que notre société a un problème. Et c'est qu'il y a un réel problème à solutionner. Et quant à la question de l'envie même de la société à pouvoir construire un environnement égalitaire. Parce qu'aujourd'hui, c'est dommage que parce que je suis une femme, personne ne l'a décidé au préalable. Vous êtes venu homme, je suis venue femme. Et pourquoi je devais être victime de cette appartenance à laquelle je n'ai même pas eu un grand choix? Même si j'avais eu le choix, j'allais être femme. Et comment aujourd'hui on peut être victime de cette disposition naturelle-là? C'est quand même très dommage. Et je pense qu'il y a un enjeu
pas forcément à faire enfin, un enjeu, pas forcément à faire adhérer tout le monde, mais peut-être à faire comprendre, surtout dans notre contexte en Guinée et en Afrique, à faire comprendre un peu les contours de notre combat. Mais je pense que c'est quelque chose sur laquelle on a eu à passer. Et aujourd'hui, c'est dommage, les mouvements anti-droit et les masculinistes mettent toute leur énergie à pouvoir faire reculer les avancées qu'on a dans nos actions. Mais je pense qu'il est temps que nous tous, qu'on se donne front commun pour limiter la montée de ces mouvements-là et pour repousser toutes ces normes patriarcales qui continuent d'affecter profondément nos sociétés. Alors, c'est la même question. Le plus souvent, même dans les débats dans nos différentes sociétés, chez nous, particulièrement le cas guinéen, on dit souvent les féministes n'auront jamais de mari parce qu'elles, entre guillemets, elles veulent être indépendantes. Qui répondez-vous à ces genres de critiques? En fait, j'ai envie de dire, laissez les gens, en fait, ne construisons pas des cases dans lesquelles il faut mettre les gens. Laissez une personne qui veut avoir de mari trouver un mari. Et laissez cet autre qui ne veut pas avoir de mari vivre sans mari. Et aujourd'hui, en fait, l'enjeu le plus grand, surtout le combat là, c'est de garantir les choix. Combien de fois la société choisit pour la femme? Si moi j'ai envie d'avoir un mari, que je l'ai, que je le trouve, que je vive bien. Mais si je n'ai pas envie d'en avoir, que la société me laisse tranquille dans mon coin de quelqu'un qui ne veut pas de mari. Et après, c'est tellement relatif et personnel. À un moment donné, il faut qu'on laisse les gens vivre de leurs choix, de leurs décisions et d'avoir pleinement une autonomie sur l'orientation qu'ils veulent avoir de leur vie. C'est aussi l'enjeu majeur. Alors, donc, moi, je répondrai à ceux qui diront qu'ils n'ont pas de mari, qu'ils n'auront pas de mari. Qu'elles n'auront pas de mari. Qu'elles n'auront pas de mari. De toute façon, un homme qui ne veut pas épouser une féministe, c'est pas forcément son genre. C'est pas le type d'homme que les féministes recherchent. D'accord. On passe à autre chose. On passe toujours, on continue sur la diplomatie. La diplomatie féministe cherche à repenser les politiques étrangères à travers une perspective d'égalité dont vous venez d'expliquer, sur notamment d'égalité politique et justice. Comment cette approche pourrait-elle inspirer en tout cas la politique étrangère guinéenne, cas particulier de la Guinée? Ça, c'est une très bonne question. C'est vrai que la convention est sortie de ces 2 jours de conférence où il y a un certain nombre de pays qui ont signé cette politique issue des recommandations de ces 2 jours où il y a quand même pas mal de points d'action sur combien de fois les pays doivent adopter une diplomatie féministe dans toutes leurs relations diplomatiques, que ce soit au niveau national, international. Et c'est un plaidoyer qu'on va faire au niveau de la Guinée. Et ça, c'est des actions à mener à pouvoir faire adhérer que la Guinée adopte également une diplomatie féministe dans ses politiques nationales et dans sa collaboration avec le reste du monde. Donc ça, c'est un plaidoyer à mener et je pense que c'est bien possible. Et aujourd'hui, il y aura une grande avancée à ce que la Guinée y adhère parce que cette politique contient pas mal de conventions aujourd'hui qui va venir faire avancer un peu le fait de mettre le féminisme au cœur des politiques internationales et surtout de la promotion de l'égalité de genre dans nos pays, mais aussi à l'international. Donc, c'est un plaidoyer à mener pour que la Guinée puisse l'adopter. On croise fortement les doigts et on espère qu'avant la prochaine conférence, l'année prochaine, qu'on aura une certaine forme d'ouverture en Guinée à pouvoir adhérer vers ce processus-là. Alors, quel type de partenariat ou de soutien attendez-vous à cette conférence, en tout cas pour renforcer l'initiative sur le terrain? Je l'ai tantôt dit, et aujourd'hui, l'enjeu majeur pour moi pendant cette conférence, c'était que les décisions qui se prennent partent de notre réalité. Pendant très longtemps, on a eu assez de lois. Pendant très longtemps, on a eu assez de politique, assez de conventions. C'est très intéressant parce que c'est ce qui encadre un peu notre vie de façon quotidienne. Mais pour moi, que contiennent ces politiques-là? Effectivement, là, il faut avoir un œil de lynx sur ce que contiennent ces politiques. Est-ce que ces politiques vont aller prendre des théories générales qui ne répondent forcément pas à nos réalités terrain? Donc moi, en tant qu'activiste féministe terrain,
Ma mission était de faire comprendre qu'il y a telle ou telle réalité à la base et que les décisions qui vont se prendre aujourd'hui vont aller de ces réalités-là. Et que dans la construction de ces décisions-là, je ne suis pas mise de côté en tant que féministe terrain et que ce que je propose soit inclus dedans et surtout soit mis en œuvre en partenariat avec moi. Donc, c'est cette dimension de ne pas faire des activistes féministes de terrain, juste des exécutants des politiques, mais des parties prenantes dans la construction des politiques et dans la mise en œuvre de ces politiques-là. Pourtant, on a l'impression qu'il y a tellement de belles lois en Guinée, mais elles ont en tout cas à peine d'être appliquées. Quand nous prenons juste un petit exemple, on voit quelqu'un qui viole une fille condamnée à 3 ans, voire 4 ans, alors qu'un voleur, un tueur, un voleur, il est condamné à 10 ans, à 20 ans. Comment vous comprenez une telle indifférence de la part de la justice? Non, mais c'est très dommage, c'est très dommage. On a pas mal de conventions chez nous qu'on a ratifiées, des tests qui sont, ne serait-ce que ça pour moi, qui ne sont pas mal. Et même si à un moment donné, il y a aussi quelques améliorations à faire, mais c'est dommage que sur le terrain, on constate quand même un très grand fossé entre ce qui est écrit sur papier et l'application qu'on en fait sur le terrain. Et c'est là tout notre plaidoyer au quotidien, de pouvoir renforcer l'appareil judiciaire pour les survivantes. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est un pan essentiel qui va nous sauver de tout cet environnement de violence dont on vit au quotidien. Il faut que la justice soit là. Il faut que les survivants non seulement aient accès à la justice, mais que les procès aboutissent et que les auteurs de violence puissent payer à la hauteur de leur forfaiture. Et c'est des plaidoyers. On continue de plaider le gouvernement, les politiques responsables de la mise en œuvre de ces textes de loi à pouvoir faire de l'appareil judiciaire un allié incontournable sur les questions de réparation et de justice sociale. Alors, on arrive au terme de cet entretien. Est-ce que vous avez un message particulier pour adresser en tout cas à la femme africaine pour participer à la transformation sociale et politique? La femme africaine, elle est très forte aujourd'hui, elle est au cœur de tout le dynamisme de transformation de sa communauté, de sa société et du continent de façon globale. C'est dommage qu'elle se heurte quand même à des réalités, à un environnement qui ne lui permettent pas aujourd'hui de pouvoir, à un moment donné, jouir pleinement de ses droits, mais de pouvoir révéler son plein potentiel. Malgré tous les obstacles, elle continue de se battre, elle continue d'être assez résiliente dans cet environnement-là. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, et au-delà de tout ce qu'on a eu à faire comme action, il est encore temps de former des alliances fortes, de se mettre ensemble pour repousser les mouvements anti-droit et ne pas perdre non seulement les acquis qu'on a eu à travers toutes nos actions et de continuer à travailler pour un environnement respectueux de nos droits et de récupérer toute la place qui est la nôtre au sein de la société, non seulement guinéenne, mais également africaine. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, nous avions comme invité Madame Oumou Khairi Diallo, la directrice exécutive du Club des jeunes filles leader de Guinée, qui est en tout cas en séjour de travail à Paris, pour la 4e conférence sur la diplomatie féministe. Merci à tous et à très bientôt.